Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gamberge, le podcast où on reçoit des invités au parcours atypique et où ensemble on va les questionner afin de décortiquer leur parcours un maximum, de comprendre les choix qu'ils ont pu faire, qui les ont menés là où ils en sont aujourd'hui et d'en tirer un maximum de valeur afin de pouvoir s'en inspirer ou tout simplement juste de passer un bon moment tous ensemble. Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter et de regarder les 2 premiers épisodes, ça me touche énormément. Et je sais que vous avez un attrait assez particulier pour l'Australie. Tous ceux qui me suivent, vous êtes intéressés de près ou de loin par ce pays. Et aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on reçoit un invité qui vit ici depuis plus de 10 ans, Jules Acnin. Jules, salut. Comment tu vas? 15 ans. 15 ans? Ouais. Ok, on prend note. 15 ans en Australie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots rapidement, Ouais, bien sans sûr. trop rentrer dans le... Je m'appelle Jules Acnin. Je suis arrivé en septembre 2011, à 18 ans et quelques mois. Ça a toujours été mon rêve de partir en Australie. Je viens de Nîmes, du sud de la France, à côté de Montpellier et de Marseille, dans le sud. Je travaille dans la finance, je fais beaucoup de choses. J'ai vendu des hot dogs et dans l'éducation et plein d'autres choses, laver des voitures. Et j'adore l'Australie, je suis à Perth, Western Australia, sur la côte ouest. Ok, on va essayer de décortiquer ton parcours en commençant par le début, ton parcours scolaire, la France, etc. Et petit à petit, on va venir à ce que tu fais aujourd'hui, du coup, dans la finance. Et on va aborder plein de sujets sur la route. Donc, est-ce que tu peux me dire, c'était quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en France? Parcours scolaire, donc je n'ai pas fait énormément. J'ai essayé de faire un CAP. Mes parents sont dans la petite restauration en France. Ils ont toujours mon père et ma mère, ils ont toujours bossé ensemble sur des restaurants. Et à partir de 16 ans, je voulais faire de l'argent, je voulais travailler. Je ne comprenais pas pourquoi je devais être en classe alors que je pouvais aller faire la vaisselle et être payé 10 € de l'heure. Donc j'ai décidé de faire un CAP avec mon père cuisine. Et je pense que si je me rappelle bien, on faisait une semaine. Et après 1 an, j'ai tout lâché parce que j'aimais pas. La plupart des mecs ou des meufs qui étaient dans ces classes-là, ils étaient là parce qu'ils savaient pas quoi faire. Alors que moi, j'étais là parce que je voulais potentiellement bosser avec mon père, ouvrir un restaurant. Donc il y avait un petit décalage, c'était un peu frustrant. Et je sais que vers 17 ans, si je me rappelle bien, j'ai arrêté. Ok, donc déscolarisation sans avoir eu le CAP à partir de 17 ans? Non, je crois, j'ai arrêté. J'ai même pas eu le Le Il y a diplôme? quoi? Il y a le brevet. Après le brevet, il y a le bac blanc. Non, pas le Ouais, en t'as le première. brevet, J'ai pas eu le bac. Et avant le bac, il y a un autre truc, je l'ai pas eu. C'est pas que je l'ai Ok. pas eu, c'est que le bac, je l'ai pas passé. Et celui d'avant, en fait, je dessinais, je voulais pas. Ça m'intéressait pas de continuer en cours, quoi. Ouais. Donc pour moi, j'étais là pour le faire. Je l'ai dit à ma mère, à mes parents. La pilule est passée. Ils l'ont accepté. Et voilà. Ouais. Mais j'étais une bonne personne, en tout cas. J'étais un bel élève, je pense. J'aimais apprendre, mais ça m'ennuyait. Je voyais pas le principe d'aller en cours. Ok, donc t'as décidé de tout lâcher pour continuer de bosser avec tes parents. T'as fait quoi par la Bosser, suite? dès que j'ai pu commencer à bosser, je commençais à bosser. Moi, je crois une de mes premières expériences de boulot, c'était avec mon père. Il bossait pendant 3 mois dans un camping, dans une pizzeria, et je l'ai aidé à bosser. Non, même pas. Enfin, j'ai fait plusieurs trucs à droite. J'ai toujours bossé depuis un jeune âge. J'ai toujours aimé faire mon propre argent, pouvoir payer mes propres trucs. Je me rappelle un jour, j'étais gamin, je voulais une pocket bike. Et j'ai dû économiser peut-être 300, 400 euros pour me la payer. C'est peut-être à 15 ans, 16 ans. Mais ouais, j'ai fait ça pour pouvoir continuer à bosser. Depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je dis à mes parents que moi, je voulais partir à l'étranger. Je voulais être un Américain. Je voulais parler anglais. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et de là, une fois que j'ai lâché le CAP, j'ai commencé à bosser dans un des restaurants de mon père, qui s'appelait Le Zinc, Le zinc. où j'ai appris un peu à bosser en famille, vraiment, où je l'avais tranquille. Hein. Je pensais que c'était dur, mais en fait, mon père, il faisait tout pour me la mettre bien. Je terminais avant la fermeture. Des fois, je nettoyais pas les cuisines. Je pouvais partir en boîte de nuit. Mon père était très, très gentil avec moi. Après, je pense que tout père ferait ça pour leur fils, mais c'est quand même, en rétrospect, c'est cool de le voir. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi, je suis fils de restaurateur et pendant mes études, tous les week-ends, j'étais à la plonge, pareil, pour ma mobilette. Mes parents me l'avaient acheté et du coup, mon moyen de le payer, c'était faire la plonge tous les week-ends, tous les samedis, j'étais là-bas. Mais moi, justement, ça m'a fait l'effet inverse. Ça m'a un peu dégoûté de travailler dur, faire la vaisselle, etc. C'était un peu chiant, ça me plaisait pas. J'étais là les samedis avec mes copains. Enfin, mes copains sortaient et moi, j'étais là enfermé à faire la vaisselle. Du coup, je remboursais ma mobilette, mais ça m'a un peu éloigné de ce milieu de la restauration, alors que toi, justement, ça t'a... Ça m'a pas rapproché, mais en fait, moi, c'était pas mes parents qui me disaient faut que tu bosses pour avoir ça. C'était moi qui je voulais avoir mon Ouais, propre ça venait truc. de toi-même. Et le fait de savoir que je pouvais me l'acheter moi et personne d'autre, c'était un truc qui me motivait.
Ouais, le fait de se sentir, en plus par rapport aux gens de ton âge, t'es en avance, parce que du coup, à 16 ans, personne bosse quand t'as tes potes qui sont à l'école, tu peux te payer des trucs, non pas. Donc, Exact. toi, t'as fait ça pendant combien de temps? Jusqu'à quel âge? Ah, c'est il y a longtemps, mais je crois que j'ai bossé en restauration depuis un jeune âge. Bon, quand j'étais gamin, j'amenais les plats du jour sur les tables, j'étais tout content, le pain, l'eau, les fourchettes, les couteaux. Je faisais un peu la vaisselle. À partir de 16 ans, j'ai commencé à pas mal bosser en restauration avec mes parents ou dans d'autres restaurants en tant que serveur. C'est vrai qu'à côté, j'avais mon truc mon premier auto-entrepreneuriat en France, à l'âge de 16 ans, un truc qui s'appelait AK Production. Et en fait, à côté, j'organisais des soirées. C'était tout simple, c'était un petit concept tout banal. J'allais voir. Un jour, mon père a toujours été artiste, ça fait 30 ans. Et il allait visiter un restaurant pour faire une exposition. Et ce restaurant-bar était assez placé en dehors de la ville de Nîmes. Et de là, gentiment, j'ai dit au patron, je dis, oh, si vous voulez, moi, je peux organiser une soirée. Et il m'a dit, ben ouais, tu sais quoi, tu peux prendre les entrées, tu peux faire 5 euros l'entrée. Moi, je prends à mon prix, à mon coût, le DJ et les boissons. Et on fait moitié-moitié. Et je dis feu. Et en fait, j'ai commencé, j'ai appelé 2-3 personnes. Il y a 150 personnes qui sont venues. Et je me rappelle, 150 personnes fois 5, ça fait 1500 $. Et de là je crois que j'ai payé à mon père, j'ai donné à mon père peut-être 50 balles pour la nuit, il était à la porte. Et je me suis fait 1450 $, euros, pardon, excuse-moi. Donc, ouais, c'était en même temps que la restauration, j'organisais des soirées. Et ça a commencé comme ça, le truc des soirées, où on a parlé la dernière fois. Je t'ai passé des photos pour montrer un peu la différence, la belle peau que j'avais à l'âge de 16 ans. J'afficherai à l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et entre-temps, en bossant dans la restauration, j'organisais des soirées, peut-être aller quand je pouvais une fois par mois, mais c'était plus tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais ma plus grosse soirée, je crois, j'avais 800 personnes. J'allais voir des endroits, c'était 300-400 personnes. Moi, je prenais les entrées, encore une fois, la sécurité, le DJ, les flyers, un peu télé. Enfin, il y avait plein de trucs. Des fois, il y avait des grosses terrasses qu'on jouait des barrières de chantier et je les recouvrais d'un tissu, pour que ça fasse un peu plus encadré. Et ouais, et ça a bien duré. Ça a duré jusqu'à que je parte en Australie. Et ça s'appelait AK Production. Ça a pris de l'ampleur avec le temps ou tu restais sur grave. une soirée tous les 2-3 mois? Non, ça a pris de l'ampleur. Je pense que j'ai toujours été passionné de faire kiffer les gens. Même si c'est pas un truc que je fais maintenant comme boulot, mais j'ai toujours aimé être un peu, je pense, le centre de l'attention. C'est quand on organise des soirées, t'es un peu le mec qui est en place, mec stylé. Tu me verras, j'avais 16 ans, moi je me travaillais avec une petite sacoche, il n'y avait rien, il y avait des papiers blancs et 2 stylos dedans, et je me prenais pour un businessman, tu vois, je négociais à droite à gauche les emplacements. Et ça a pris de l'ampleur, oui, ma dernière soirée, j'ai eu 800-900 personnes qui sont venues. Pas mal. Qui était top avec l'aide d'amis, mais je suis content d'être parti parce que c'était pas un bon. Je pense pas que ça soit un super bon secteur pour un jeune de devenir adulte, quoi, surtout à 16 ans, 17 ans. Ouais, le milieu de la nuit, c'est un secteur particulier, surtout quand t'es jeune, t'as bien kiffé. Donc, 100%, ça ramène des problèmes avec. de drogue, de ci, de ça. Tu vois, et moi, j'ai toujours été contre la drogue. Et cette fois-ci, où je me rappelle très bien, les DJ me proposaient de la drogue et moi, je voulais qu'ils m'acceptent. Donc, ils me mettaient de la drogue sur les toilettes. Et je rentrais dans les toilettes, je fermais derrière moi, je prenais la drogue, la cocaïne, je la mettais dans les toilettes, je flushais et je ressortais. Et je faisais comme si j'étais tout fou pour leur dire que j'avais pris de la cocaïne, tu vois, juste pour qu'ils m'acceptent, pour que je puisse continuer à bosser ensemble. J'avais juste envie qu'ils pensent que je fasse partie d'eux. Voilà. Ouais. Non, puis t'es jeune, t'es plus influençable. C'est un mais bon au moins, t'as jamais passé le cap, t'as jamais passé à la prise, donc ça va. Non. Après, je dis pas, j'ai fait des conneries quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est important dans la vie de tous les jeunes de découvrir la vie. Mais non, moi, la drogue, c'est pas bon. Et encore moins quand t'as 16 balais, tu vois. Si un jour tu veux, il y a plein de gens qui fument ici, et si ça leur fait du bien, ils peuvent. Du moment que ça affecte pas l'autrui ou tes amis, ou t'essayes pas de pousser ton petit frère à le faire, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu deviens un peu un adulte, donc c'est ton choix. Ouais, tu commences à devenir autonome. Et qu'est-ce qui t'a fait, comment t'as fait la transition? Parce que du coup, t'as dit que t'es venu à 18 ans et quelques mois ici en Australie. T'as gardé ton business tu bossais dans la restauration et t'as gardé ton business de soirée. À côté, restauration, à côté, je faisais mes soirées. Mon père, il me laissait mes soirées dont j'avais besoin. Après la transition, j'ai eu 18 ans, je suis parti en Australie. Et j'ai tout arrêté. Je me rappelle, j'ai fait une soirée, c'était un peu un flop.
Il n'y avait pas grand monde, c'était l'été. J'avais pris un mec qui joue au saxophone sur de la house music, tu vois, on parle de ça il y a 15 ans. C'était, et de là, j'ai décidé de partir en Australie. Ok, mais tu parlais anglais, t'avais combien d'euros Ouais. de côté? T'étais prêt à partir? Pas T'avais peur? d'anglais, peut-être 3 4 000, 5 000 euros de côté. J'avais pas énormément. Après, quand tu pars à 18 ans, moi, je me rappelle, il n'y a rien qui te fait peur, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'es Tu jeune et pars et la insouciant. tête la première et tu veux découvrir et tu sais que tu vas te débrouiller. T'es venu solo, tout seul, toi et Solo, ton sac j'ai à des dos. potes de Nîmes qui sont venus en même temps. Je suis arrivé à Sydney. J'ai mes potes de la même équipe de rugby, des très bons potes à moi, qui sont arrivés en même temps. Et moi, je suis arrivé peut-être une semaine après. Ils sont tous partis en coloc. Moi, mon but, c'est d'apprendre l'anglais. Et je me rappelle, je leur ai dit, les gars, moi, le week-end, on fait la fête ensemble. Mais je veux trouver ma coloc, je veux apprendre l'anglais. Donc, je me suis fait une coloc avec un Turc, un Allemand, un Marocain et moi. Et c'est une superbe expérience. Je parlais pas bien l'anglais. Je bossais dans un golf club à faire la vaisselle juste à côté. Je me rappelle, le Brésilien était sur son vélo. Il m'accompagnait au golf club. S'il n'avait rien à faire, il était prof à l'université de Sydney. Et je lui disais, c'est quoi ça? Et il me disait le mot. C'est quoi ça? Il me disait, c'est comme ça que j'ai appris. Tu vois. Ah, c'est bien, au moins t'as fait la démarche, t'as pris sur toi, parce qu'il y en a plein qui tombent dans la facilité, ils restent dans leur zone de confort Ah, et 100%. dès que tu croises un Et je le conseille Français, à tout le monde. Hein. J'ai mon petit cousin qui arrive il a, je crois, 18 ans, qui arrive juste pour un petit stage de 6 semaines. Il faut s'éloigner le plus de français. Pas pour une mauvaise chose, mais c'est juste pour apprendre l'anglais, pour s'imprégner. Et le fait d'être tout seul, ça va te forcer à t'ouvrir et à aller te rencontrer et te mettre dans des situations qui sont un peu difficiles, un peu challenging, qui vont te donner la possibilité d'évoluer. Quoi. Donc, ouais, 100%. Et toi, t'es venu dans quelle optique en Australie? T'avais un objectif en tête ou tu... Écoute, si je réfléchis un peu avec la mentalité d'un jeune de 18 ans, en rétrospect, comparé à qui je suis aujourd'hui, je pense que j'avais juste envie de prouver à mes parents que je pouvais me débrouiller sans eux. À l'époque, je te dis que moi, je voulais faire de l'oseille, je voulais voyager. Mais au fond, non, je sais pas, j'ai toujours eu ce besoin de prouver à ma famille que je pouvais y arriver sans eux et que je pouvais y arriver dans un autre pays. Donc, en fait, j'ai choisi le pays le plus loin au monde. Après, c'est vrai, quand j'avais 16 ans, il y avait un rugbyman australien qui jouait dans l'équipe à Nîmes. Il était de Sydney et je lui ai toujours dit, écoute, le jour où j'ai 18 ans, je viendrai te voir. Donc oui, je suis parti à Sydney. Bon, je l'ai vu une ou deux fois, c'est fini. Mon but, je voulais partir faire de l'oseille, mais encore une fois, ouais, c'était pour prouver à mes parents que je pouvais me débrouiller seul. Et ça, t'avais pas déjà réussi à le prouver quand t'étais en France avec tes business et Encore tu une gagnais fois, ton propre argent? c'est le combat de moi contre moi, tu vois. Ou les Quand je plus? réfléchis, oui, mais mes parents, ils s'en foutaient. Ils ne regardaient pas. Mais même, c'est un sujet qui revient aujourd'hui dans tout ce que je fais, tu vois. J'ai ce besoin de me prouver à moi-même que je peux faire des choses qui sont superbes, tu vois, ou que je peux partir à droite à gauche. Et je me rappelle quand je bossais, j'ai lâché le CAP et je bossais aux Incas avec mon père. C'était un peu mon restaurant, tu vois, mais ça me frustrait le fait que je bossais pour mon père en tant qu'employé. Dans ma tête, c'était pas mon restaurant. Et mon père, il me disait, c'est ton restaurant aussi, on bosse ensemble. Je pense que si je me rappelle bien, il voyait mon envie d'être entrepreneur et de bosser pour moi-même. Et c'est vrai que c'était mon restaurant. Tu bosses avec ton père, c'est très facile à dire que c'est ton restaurant aussi. Mais pour moi, ça me frustrait parce que non. Et c'était pas mon nom, par exemple, c'était pas moi le boss du restaurant. Le loyer, c'était mon père qui le payait, c'était pas moi. Et je sais que, ouais, donc ouais, j'ai toujours eu cette envie je pense que c'est juste de me prouver à moi-même plus qu'autre chose. Quoi. Mais c'est bien, ça te pousse à être meilleur à chaque fois, à chaque action. Et du coup, quand t'es arrivé en Australie, t'as commencé à faire des petits jobs de backpacker. Tu disais, tu faisais la vaisselle et tout. Premier boulot, premier boulot, je vendais des produits de la mer morte à des femmes dans les shopping centers. Je parlais pas anglais, ça n'a pas duré 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. 6 semaines, je me suis barré. Je pouvais pas. J'avais pas d'anglais. Les mecs, c'était tous des beaux gosses. Ils parlaient avec des dames un peu plus vieilles. Ça passait crème. Et moi, j'y arrivais pas, donc je suis parti. Je suis arrivé à Perth. J'ai pris un billet d'avion pour venir à Perth. De là, je bossais à Toyota. Toyota, j'avais des voitures avec mes potes les Indiens, les pack-pack. Et on envoyait les voitures toute la journée. Bonne musique. J'étais avec mon meilleur pote à l'époque, ukrainien, qui venait de Nîmes, Simon Vorko. On bossait ensemble. Et le soir, moi, je bossais dans une pizzeria. Et lui, il bossait dans un restaurant indien. Donc, ouais, ça, c'est le premier boulot un peu 15 balles de l'heure, cash. C'était déjà sous-payé à l'époque. Mais bon, on parle de ça il y a 15 ans.
Mais dans ma tête, il faut avoir une mentalité d'immigré. Le mec, il m'a passé un boulot à 15 balles cash. Je lui ai donné un grand sourire, serré la main et vas-y, on bosse. Tu vois. Ce qui me dégoûte un peu avec les backpackers d'aujourd'hui. Tu vois des mecs qui, s'ils n'arrivent pas à trouver un boulot à 40 balles de l'heure, ils veulent pas bosser. Ils ont oublié qu'à la fin de la journée, c'est des immigrés, les mecs. C'est ça. Faut rester à ta place. Juste dans la réalité. T'es pas faut d'ici. être conscient, ouais. T'es pas d'ici. Et donc, ouais, après, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, t'as enchaîné plusieurs petits boulots et quand est-ce que tu as commencé à entreprendre? Parce que je sais qu'on avait discuté auparavant. Ça à partir très très tôt. Déjà, quand je bossais à Toyota, je me rappelle, il y avait un petit small bar, un bar à cocktail à côté qui faisait café. Le patron s'appelle Michael, je le connais encore aujourd'hui. Et il est très très successful, très très réussi dans sa vie. Il a plusieurs pubs. Et il avait ce small bar. Et moi, j'y allais, il faisait un espèce de café glacé avec la chantilly dessus. Et je suis venu lui parler. Et je me rappelle, après, avec mon anglais cassé, après quelques fois que je passe, je lui disais, écoute, comment tu fais pour amener du monde dans ton café? Bon, écoute, on fait un bon service, si ça. J'ai dit, écoute, moi, je pense qu'il y a l'opportunité pour démarrer une boîte dans le marketing qui peut aider les business comme toi à se promouvoir, mais d'une manière très, très organique. Moi, imaginons que tous les mercredis, c'est une soirée où tu essaies d'avoir de plus en plus de monde. Je vais faire le tour de tous les bars. Je vais boire des cafés de partout. Et de là, je vais aller au premier bar, le Vintage, et je vais aller boire un café. Je vais connaître le manager parce que une semaine avant, j'y suis allé, je l'ai rencontré, j'ai bu un verre, j'ai sympathisé, j'ai noté son nom. Et après, j'aurai ce bout de tous ces bars avec tous les managers, tous les staffs. Et je passerai de bar en bar une fois par semaine juste pour parler de ta soirée. Mais organiquement, juste pour en parler. Et je me rappelle, ça ne s'est jamais fait. Mais je voulais démarrer mon petit business pour aucune autre raison, juste d'être mon propre boss et je kiffais de faire du business. Et c'est pas juste l'argent, c'était pas l'argent. Et je pensais que c'était l'argent après, mais ça n'a jamais été l'argent, c'était juste l'envie d'entreprendre. Et ça, c'était ma première idée de business. Après, non, tu sais quoi, j'étais menti. J'étais à Ciné, première idée de business. Quand je suis arrivé, j'étais à la plage, je bossais dans un golf, comme on a dit. À côté de ça, il y avait une pizzeria. Je suis allé voir la pizzeria. La pizzeria a été ouverte le soir. Elle a été fermée le matin. Elle a ouvert 3 l'après-midi. Je suis rentré. Je me suis fait passer à 18 ans plein de boutons. Comme quoi, j'étais un professionnel de la restauration. Que mes parents avaient plein de restaurants en France. Alors que c'est pas vrai. Ils ont juste des petits restaurants. Ils ont très, très bien réussi. Mais dans une petite restauration. Et je lui dis, écoute, c'est simple. Ta pizzeria, le matin, on va en faire un bistrot français. On va faire des tartines de beurre et de miel, des cafés à la française, des tapas, et tu vois, ça a cartonné. Et le gars, il m'a dit, vas-y, feu, pourquoi pas, il était fermé. Donc on est parti acheter trois équipements. De là, j'ai commencé à ouvrir mon bistrot, j'avais un tableau avec de la craie, j'écrivais le menu, tout le reste. Et de là, en 2-3 jours, personne ne rentrait. Quoi. Les Australiens, ils n'ont rien à foutre d'une tartine avec du beurre et du miel. Ils aiment les bons cafés, les flat white, les cappuccinos, les ci, les ça. Moi, je leur faisais le café avec le truc de nos grands-parents qui chauffent sur le feu, tu sais. Ah ouais, à l'ancienne. Et pour moi, en fait, je ne savais pas. Pour moi, c'était ma réalité. Je pensais que c'était le truc à faire. Et donc, de là, j'ai fait ça. Et en 2-3 jours, j'ai flippé. 18 ans, pas beaucoup d'expérience. Je suis parti. Tu avais investi des sous toi-même dans ce business? Non, le mec, il avait dépensé 300-400 balles, pas grand-chose. Ouais, et moi, j'ai vu ça comme si je m'étais raté. Et je suis parti sans rien lui dire. Et quand je suis arrivé à Perth, là, on parlait de Perth et je bossais à Toyota le soir, je ne pouvais plus vivre avec ce mensonge, avec le fait que j'étais parti. Et je me rappelle, 3-4 mois après, je l'ai appelé. Je ne me rappelle plus de son prénom. J'ai dit, bonjour monsieur, c'est Jules le Français. J'avais commencé un business dans votre truc. Je suis vraiment désolé, ça ne marchait pas. Je me sentais super mal. J'ai pas su comment réagir. Je suis parti. Et le mec, il était tout content. Il m'a remercié d'avoir appelé. Il m'a dit, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Et ça m'a fait grave du bien. Ouais, ça c'est le premier petite envie d'entrepreneur, mais n'importe quoi. C'est vraiment l'envie juste d'entreprendre, juste pour entreprendre. Dans ma tête, je savais même pas si je voulais rester 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Dans ma tête, je voyais juste une opportunité et je voulais le faire. Tu vois. Donc, ça c'est un truc. Ouais. Donc ça c'est ça. Après, je suis arrivé à Perth, bam. Là, on parle de truc de marketing. Ça, c'était juste une idée. J'avais constamment en fait des idées. Enfin, je me rends compte, là, je t'en parle. Il y en a d'autres qui viennent, mais on va avancer. Mais j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. Et le premier business en Australie que j'ai monté, qui est devenu un beau petit business, c'est un peu ma signature du hot dog man, tu vois, c'est What's Up Dog. Quelques années après, on était en Australie, j'ai acheté un stand à hot dog. T'étais toujours en Working Holiday Visa à ce moment?
Non. Moi, c'est simple. J'ai fait 1 an de Work and Holiday Visa. Je savais que j'avais besoin d'anglais. Je savais que pour immigrer en Australie, après, j'ai fait 1 an de Work and Holiday Visa. Je suis rentré pour les vacances en France. J'avais mis 10 000 balles de côté en l'espace de 4 mois, ce qui était énorme il y a 15 ans. Et en 4 mois, je me suis rendu compte là le potentiel de l'Australie parce que pour mettre 10 000 balles de côté en France, à l'époque, même aujourd'hui, il t'en faut du temps, surtout avec des petits salaires de base. Je suis rentré en France, j'ai dépensé mes 10 000 dollars. J'ai passé un super été. J'ai fait un peu le cake, parce que j'étais vachement un cake quand j'étais jeune, un peu comme Laurent. Et de là, l'Australie, ça me manquait. Je suis revenu, j'ai pris un visa étudiant. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais besoin d'une éducation si je voulais émigrer en Australie. Je n'avais jamais étudié en France. Je n'avais même pas eu mon bac. Donc de là, j'ai fait cours d'anglais et un diplôme de niveau bac en business et marketing. C'est comme ça que je restais plus longtemps en Australie. Ok, donc tu étais à l'école en parallèle de... 2 jours par semaine. 2 jours par 2 semaine. jours par semaine. Lundi et mardi, on allait en cours. Le reste du temps, je pouvais vivre en Australie et vivre ma vie. Tout en mettant le sourire à ma mère parce que je pouvais l'appeler dans un an pour lui dire, écoute, j'ai eu le niveau bac. Et pour moi, c'était super facile, les cours en Australie. Mais le fait de pouvoir dire à ma mère à l'époque, oui, elle était toute fière. Tu vois. Même si c'est des études qui sont assez banales. Mais bon, c'est un niveau bac. Puis ouais, surtout maintenant, aujourd'hui, quand je t'entends parler anglais, t'as un très bon anglais, c'est-à-dire que tu parles de loin. Est-ce que l'école t'a aidé par rapport à ça? Ça a aidé après, pour toute langue, pour toute personne qui veut apprendre une langue, la clé, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Si tu es timide, ça sera très dur d'apprendre n'importe quelle langue. Moi, j'ai toujours été je m'en foutiste en termes de faire des erreurs. Je suis moi-même, je parle même de la manière dont je parle français des fois, je vais dire des mots qui sont pas corrects, ou même anglais, je m'en fous, je parle, je communique. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à évoluer assez vite parce que... tu brises les barrières. Je me rappelle à l'époque, à Northbridge, ils mettaient des films gratuits, 1 fois par semaine, et j'allais regarder ces films. Et c'est comme ça que j'apprenais un peu l'anglais. Ou sinon, j'écoutais un son de rap comme ça, et des fois, je le répétais. Put your hands up! Et là, je regardais un film et dès qu'il y avait une action avec un truc un peu américain et tout, avec une bonne voix, bah, je me mettais la journée à le répéter. Tu vois, j'ai essayé de les copier. Donc en fait, c'est un peu. Tu l'intègres et tu le réutilises et ça rentre. Ouais. Hein. Et du coup, tu étais en parallèle à l'école quand tu as commencé ton business de hot dog. Ouais, à cette époque-là, j'étais à l'école, je bossais dans une pizzeria qui s'appelait Valentino. Et un jour, je vois ce stand hot dog sur Marketplace, c'est un peu le bon coin. En Australie, je vois un stand hot dog des États-Unis, $3 500. Et je le vois toujours, opportunité. Et je dis, oh putain, ça, je pense qu'il me le faut, il y a de quoi faire. Je n'ai pas l'argent, je vais payer mes études, c'est à ça. Je crois que ma mère m'avait même avancé $5 000, je crois que je ne l'ai jamais rendu, pour payer mes études, pour m'aider. C'est à ça, pour m'aider à aller de l'avant. J'ai toujours été très très proche avec ma mère, je suis proche avec toute ma famille. J'adore mon père et mes 2 frères. Et de là, après négociation, après peut-être 4 jours à lui vendre le rêve, à lui parler, lui dire et tout, ma mère elle me fait confiance, elle m'a envoyé $3 500. Et je me rappelle, elle m'avait dit en rigolant, écoute, je t'envoie $3 500, mais ne le dis pas à ton père. Parce que mon père aurait voulu, mais quand même, c'était une autre personne à convaincre. Et j'ai acheté Sanda Hot Dog. En même temps, je vivais dans une share house, dans une maison partagée avec, je crois qu'on était 18 Taïwanais. Donc moi, j'étais le seul blanc, le seul européen. C'était cool. Et tous les matins, je partais pour aller bosser et faire des pizzas. Et je voyais mon stand hot dog en train de prendre la poussière dans le garage tout au fond du jardin. Et je sais pas, j'avais cette connexion. Je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Je savais qu'un jour, la vie allait me donner une opportunité de prendre ce stand hot dog et d'en faire un business. Et je m'en rappelle, la vie des fois elle est bien faite. Un soir, peut-être 1 mois après, j'avais commencé à faire des hot dogs dans un bar qui s'appelle le Bird. Tous les mercredis soirs, je faisais d'ailleurs, merci à Wassim. Wassim, c'est un Belge qui habite ici depuis très très longtemps. Il m'avait donné l'autorisation de venir dans son bar et faire des hot dogs. Je faisais des gourmets hot dogs à 5 €, c'est ça. Et un jour, je rentre, je vais au boulot pour faire les pizzas. Le patron qui vient en me disant, écoute Jules, merci beaucoup pour tout, mais j'ai vendu le restaurant, demain il est fermé. Et de là, bon, au début, un peu un choc, tu vois, ça fait chier. Mais je me dis que la vie me donne l'opportunité de enfin sortir le stand hot dog de dessous les poussières et d'en faire un business. Donc, je rentre à la maison motivé, je mets un coup d'eau, boum, boum, boum. Le lendemain matin, j'avais une vieille voiture, je l'accroche à l'arrière, c'est une remorque hot dog. On mettra une photo. Et je pars à Fremantle.
au council à la mairie de Fremantle. De là, je rentre, je leur demande bonjour, hello, my name is Jules, I'm a hot dog man. I want a food license to sell hot dog. Tu vois, je veux vendre des hot dogs, ça, avec mon bon vieux accent français. Et je crois que quelques jours après, ils me passent ma licence pour faire des hot dogs sur les marchés. Ça, c'était à une époque, on parle où les food trucks n'en avaient pas. En France, moi, j'étais un des premiers avec mon stand de hot dog. À Perth, en tout cas, il y avait un Brésilien, un Australien et moi-même. Les 3 premiers food trucks sur Perth. Et je pense, si j'ai pas tort. Et de là, j'ai pris mon stand hot dog. J'ai pris mon stand hot dog. Je suis allé à Super U, l'équivalent de Super U. J'ai acheté du pain dégueulasse, les saucisses où il y a 50% de viande, un peu de moutarde. J'ai demandé à un botanique qu'il me fasse un logo pour 50 €. Gourmet hot dog, ça s'appelait tout simple. Je t'ai mis ça, j'ai imprimé à force, je l'ai mis dans une frame de photos, tu sais. Et de là, toute la journée sur King Square, sur Fremantle, une petite ville à côté de Perth. Hot dog, qui c'est qui veut mon hot dog? Qui veut mon hot dog? Qui veut ma saucisse? Allez, hot dog, 5 €. Un peu, je me suis inspiré des chouchous beignets boissons fraîches qu'on a au Gros du Roi au sud de la France. Tu vois. J'ai fait la même avec des hot dogs. Et j'ai fait une journée de 12 heures. J'ai vendu 14 hot dogs à 5 $. Et comme je dis à beaucoup de personnes, enfin, la seule fois où j'ai raconté cette histoire, tu as 2 types de personnes. Une personne qui va dire « Ah putain, 14 hot dogs, 5 $ pendant 12 heures. Mais putain, tu t'es raté, tu vois. » Et moi, dans ma tête, ouais, c'était 70 balles. Et dans ma tête, je me rappelle, la fin de la journée, déjà de l'énergie toute la journée, je ne me suis pas arrêté. Fin de la journée, je marchais pour aller chercher ma voiture pour venir aller chercher la remorque. Et dans ma tête, j'étais au top of my life. Je pensais que j'étais le plus gros businessman du monde. Dans ma tête, je me disais, Jules, si aujourd'hui, tu as réussi à vendre pour 70 balles de hot dog, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, tu avais 10 stands de hot dog? Tu vois. Bon, je mettais pas en considération la TVA, tout le reste. Moi, c'était juste le chiffre d'affaires. C'était le chiffre qui m'apportait à faux dans le futur après, à pas connaître bien les chiffres. Mais c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a démarré, on a fait ça, bam, bam, bam. J'ai commencé un mois après, j'ai commencé à vendre. Tu sais, je faisais peut-être 20 hot dogs par jour, mais je continuais, mais je n'arrivais pas. J'avais une vision. Moi, je voulais être le prochain McDonald's. Et à ce moment-là, tu n'avais que le stand hot dog, tu n'avais pas retrouvé d'autres travail. Et la photo dégueulasse que tu as mis, ou que tu peux remettre maintenant, c'est vraiment, j'étais ça, mais dans ma tête, j'avais le prochain McDonald's. Dans ma tête, je savais que j'avais un truc. Bon, au final, j'ai jamais rien eu parce que ça reste assez petit. Ça n'a jamais été, mais j'avais toujours cette vision. Un mois après, j'étais dans le bar où Wassim m'a autorisé de venir tous les mercredis et j'ai essayé de faire des 2-3 gigs à droite à gauche pour faire de l'oseille, tu vois. Et je vendais mes hot dogs à 5 balles au Bird. Et là, il y a un mec qui arrive et tout, il me demande un hot dog. Moi, il me demande juste un hot dog, je lui raconte ma vie. Je lui dis comme quoi, what's up dog, comme quoi Gourmet Hot Dog, c'est le prochain McDonald's, que je pense que ça va exploser, bam, que moi, je voulais des stands hot dog dans toutes les boîtes de nuit d'Australie, si ça. Et le gars, il me regarde, il me dit, tu sais quoi, mec, moi, j'ai une boîte de nuit au nord de Fremantle, dans une petite ville à côté de Perth. Viens ce vendredi, on a une grosse soirée. Tout content, j'ai dit, vas-y, on shake hand. C'était sympa, je savais pas quoi m'attendre. J'arrive avec 100 hot dogs. À cette époque-là, j'avais un peu amélioré mes hot dogs, j'avais des meilleurs saucisses, je faisais des trucs à 10 balles. Je sais que ça fait cher, mais c'était saucisses un peu du boucher, si ça. Et j'arrive, c'était la soirée, tous les derniers vendredis de chaque mois, ils avaient la soirée Fisherman Style, c'est un truc un peu reggae. Gros reggae, tu connais l'ambiance. Et là, je viens devant, à 8h, il y a le burger shop juste à côté de la boîte de nuit qui ferme à 8h. Il me dit, c'est bon, tu peux t'installer une fois qu'on ferme. Bon, ça, j'arrive à 8h, je commence à faire des hot dogs. Et 2h du matin, j'ai vendu mes 100 hot dogs. Et je m'en rappelle, là, c'était le premier milestone de développer, là où quand j'ai développé What's Up Dog ou Gourmet Hot Dog. J'étais sur le chemin retour de chez moi. Il y avait la caisse sur le siège passager et je conduisais avec une main. Il n'y avait que des billets, c'était que du cash. Hein. Et j'avais 1000 balles en billets de 10, 20 et 30, 10, 20 et 50. Et j'étais euphorique à compter combien il y avait dans la caisse. Ça sortait de partout. 1000 balles, c'est beaucoup. J'avais une petite caisse comme ça, tu vois. Et c'est là où, en fait, j'ai vu le potentiel encore plus. Ça m'a motivé encore plus. De là, j'ai commencé à prendre plusieurs marchés. J'ai eu un stand au marché de Fremantle. De là, j'ai acheté un deuxième stand à hot dog et un troisième et un quatrième. J'ai commencé à monter ça. J'ai mon cousin qui est venu là. J'ai Benjamin Chypréo. J'ai un bon pote qui est maintenant en Australie, Kevin Couture et Nicolas Couture, des mecs de Nîmes qui sont venus, qui bossaient avec moi. On avait toute une petite équipe d'Australiens, ça. Et on faisait on bossait devant une boîte de nuit, des anniversaires,
pour les mairies, pour des grosses boîtes. Enfin, on faisait tout ce qui est traiteur. On a commencé en étant un peu un kebab à roulettes devant les boîtes de nuit et on s'est développé en cette marque qui est devenue What's Up Dog. Et d'ailleurs, cette marque What's Up Dog, j'ai ce mec Ben Frichot, un Australien, super stylé, un designer. Un jour, il était devant la boîte où je vendais le hot dog et j'avais Gourmet Hot Dog, mon logo. Et moi, pareil, il vient me prendre un hot dog, je lui raconte ma vie. Je lui dis le prochain McDonald's, bam, bam, bam. Et là, il me regarde, il me dit, mais mec, tu veux faire tout ça, mais ton branding, ton logo, il est dégueulasse. Et moi, je lui dis, mais mec, t'es qui toi, tu vois? Et il me dit, écoute, moi, je suis là, ce soir, je joue et tout le reste. Et il me dit, si tu veux, j'aime bien ton énergie, si tu veux, viens chez moi, je te fais le logo. Et je dis, écoute, je suis désolé, mais vous, les Australiens, vous êtes beaucoup trop chers. Tu vas me charger 1000 balles pour un logo. Moi, j'ai des contacts en Belgique en ce moment qui peuvent me faire un truc pour 200, 300 euros. Tu vois. Et il me dit, tu sais quoi, mec, j'aime bien ta motivation. Juste prends mon email, envoie-moi un peu trois trucs et je t'appelle dans 2 semaines. Moi, je lui passe, tiens. 2 semaines après, j'ai Ben Frichot qui m'appelle. Hey mate, how you doing? Super stylé le mec encore. Je mettrai, tu sais quoi, il a une marque de sunglasses que tu vas aimer. On le mettra dans la description pour fait au Japon et elles sont magnifiques. De là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 2 semaines après, il vient chez moi et il m'a tout fait. Il m'a fait le logo, des t-shirts, business cards, site internet, trucs qui tapaient. Ouais, alors que le mec, c'est un gars qui charge peut-être 4000 balles la journée, tu vois, pour faire ce qu'il fait. Il est très connu sur Perth, c'est un artiste. Et je lui dis, mais excuse-moi Ben, mais je peux pas te payer. Il m'a dit, c'est simple Jules. Moi, je veux pas que tu me payes, juste quand je viens, donne-moi un hot dog gratuit. Et de là, encore une fois, et ça j'en reviendrai après, ça m'a très vite fait comprendre l'importance d'avoir des bons contacts et d'être genuine, d'être ta vraie personne quand tu connectes avec le monde, parce que ça peut t'amener loin, tu vois. Ouais, bah là, c'est ta bonne énergie qu'il a... Ouais, bah, je pense que les bonnes personnes attirent les bonnes personnes, sans dire que je suis une bonne personne, mais genre j'étais genuine, je voulais juste être moi. Moi, ce que je voulais, c'est dire mon rêve, tu vois. Dire mon rêve et les embarquer avec moi et leur faire vivre une partie de ce rêve, même si pendant la minute qu'ils passent avec moi, je voulais qu'ils repartent et qu'ils aillent se coucher ce soir en disant peut-être que j'ai rencontré le prochain McDonald's, tu vois. Donc ça, c'est parti comme ça, le stand hot dog, ça a monté. Après, on a ouvert un restaurant à East Perth. Ça, c'est une bonne histoire. C'est les restaurants d'où tu m'envoyais les vidéos, où tu faisais les vidéos, pub. ouais. Donc ça... Hello, what's up, dog? How you doing? My favorite, the pulled pork sandwich. What do you think? Yeah, it's beautiful. The sardo, the coleslaw, the 12 hours pork sorted, pulled apart, the homemade garlic aioli, and my mama's garlic butter. Bloody hell, that's the best one in town. Small tits, 2 coffees, let's do it. See you soon in 15. Bye-bye. Pulled pork Senga. C'était What's Up Dog, on a monté un café, j'avais une vision, je voulais être le prochain McDonald's et juste focuser sur hot dog et bière. Okay, de là, je cherchais pas vraiment pour un café, mais je savais que c'est la prochaine étape d'aller ouvrir un café-restaurant ouvert de 6h du mat à 9h du soir, hot dog et bière, breakfast, bam, bam, bam. Un jour, je me trimballe avec ma copine sur East Perth et je passe devant un magasin vide. Ce magasin vide, c'était un de mes premiers boulots quand je bossais à Toyota et le soir je faisais dans un magasin à pizza. Je faisais la vaisselle là-bas. Et je me rappelle que j'avais 19 ans, je disais à mon manager, moi un jour j'aurai mon propre business, j'aurai mes employés, j'aurai mon propre restaurant. Et tous ils rigolaient, j'avais un anglais éclaté parce que j'étais là à faire la vaisselle. J'étais Jules, tu vois, j'étais un peu bébête et tout gentil et rêveur. Et ce restaurant, c'est le restaurant donc je passais devant qui était vide, c'était celui-là. Ça, c'est la 2e fois où je me disais que la vie me donnait l'opportunité de me lancer. J'ai pris le numéro, lendemain matin, 8h du matin, j'appelle le gars qui s'appelle George Magnos. Je dis, je veux le magasin. Mon anglais cassé, il me dit, mais t'es qui toi? Donc j'appelle quelqu'un, bam, 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 on fait des designs pour essayer de lui vendre la chose. Faut que je paraisse beaucoup plus apte que je l'étais déjà à l'époque. Et je lui ai fait toute ma vision. Et de là, c'est parti, on a signé. T'as eu le local. Ouais. J'ai eu le local et on a démarré What's Up Dog. Ça, c'est une bonne expérience. T'étais toujours en student visa, en parallèle, toujours à l'école? Ça a pris combien de temps, la time frame de quand tu commences ton premier stand hot dog jusqu'au moment où tu as eu le local pour le restaurant? Ouvert le local, peut-être 4 ans. 4 ans? 4 ans. Ça a démarré doucement, peut-être 3-4 ans. Hein. J'ai ouvert le restaurant en 2016, j'ai démarré, c'était quoi, même 2 ans, 3 ans. Ouais. Je suis allé plus vite que la musique. Une très grosse erreur. Une très grosse erreur que je regrette pas, ça m'a fait apprendre beaucoup. Mais ouais, je voulais trop vite. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis pas le prochain McDonald's. J'ai compris que la vie, c'est une partie d'échec. Il faut y aller tranquille. Ouais.
Et ça a duré combien de temps ton student, tes études, Student, c'était mec, 2 ans? non, écoute, j'ai fait ça. Donc, j'ai ouvert ce restaurant. De là, j'ai étudié des trucs de business, bam, bam, bam. Je suis allé voir 2-3 agents d'immigration pour voir si jamais je pouvais me sponsoriser dans mon propre restaurant, me donner un visa de travail. Tous les agents de migration ils m'ont dit non, c'est pas possible. Et de là, je me disais, c'est pas possible. Je vois des mecs, d'autres origines. J'adore les Asiates, j'adore les Pakis et tout ce que tu veux, mais ils parlent pas la langue et ils ont le passeport. Et moi, je suis là, je paye ma TVA, j'embauche des Australiens, j'investis dans leur pays, je peux pas avoir le passeport. Et de là, je me cherche sur Internet, je cherche pour un agent d'immigration qui est spécialisé dans les cas compliqués. Et je trouve un truc ultra facile. Ils sont fermés maintenant, on va pas les chercher, personne va les chercher. Et je vois spécialisé dans les cas compliqués. Et ils étaient spécialisés pour tout ce qui est malaisien, indien, pakistanais. J'écoute, mec. Si eux, ils peuvent faire rentrer des cas compliqués du Pakistan, d'Inde, de Malaisie, je suis sûr qu'ils peuvent faire rentrer moi-même en Australie. Ils peuvent m'aider, tu vois. Donc là, je les contacte. Je leur dis, écoutez, voilà, moi, c'est mon business, ça, c'est mon restaurant, je vais avoir un visa. Ils me disent, ouais, t'inquiète, tu peux t'auto-sponsoriser, tu peux avoir ton propre visa. Alors déjà, j'ai OK, feu. Elle me dit, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu étudies un diplôme en hospitality management, un diplôme en hôtellerie, pour que ça combine avec ton business. ton business et mon expérience. Quand tu te fais sponsoriser, si tu veux avoir un visa de travail, souvent, il faut avoir un degré, une éducation qui est liée avec le boulot que tu vas faire et avec aussi de l'expérience, 1, 2, 3, 4 ans. J'avais le restaurant qui voulait sponsoriser, j'avais l'expérience, j'avais pas la qualification. Donc j'ai fait ça, boum, 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 j'ai appliqué, je me suis auto-sponsorisé. Ouais, donc tu as enchaîné après le student visa pour l'anglais, tu as enchaîné avec un autre student visa. Ouais. Jusqu'à la fin de celui-ci, tu as pu te sponsoriser avec ton je me suis restaurant. auto-sponsorisé alors que tout le monde dit que c'était impossible. Je dis c'est possible. Après, voilà, quand je me suis sponsorisé, on avait 2 restaurants. On avait tous les standards hot dogs, on embauchait du monde. Ça faisait du chiffre d'affaires. Donc, tu peux pas juste. Je pense c'est pas facile si tu sponsorises, c'est trop petit, mais c'est pas impossible. Ouais, tu t'es pas arrêté après le premier agent d'immigration qui t'a dit que c'était pas possible. Tu as creusé. C'est simple. Et Mon t'as agent fait ta route. d'immigration, et ça, je le donne à toutes les personnes qui veulent immigrer en Australie. Toute personne peut devenir agent de migration après une étude de 2 ans. Ce qui va faire la différence entre un bon ou un mauvais agent de migration, c'est les années d'expérience. C'est combien de cas ils ont eu qui, avec un peu de chance, vont être similaires aux tiens, dont il va pouvoir apprendre de ces cas-là pour t'aider au mieux. Et il faut faire très attention. Aussi, il y a agent d'immigration et avocat d'immigration, ça n'a rien à voir. Tous les gens pensent que les avocats d'immigration, c'est mieux. Un avocat d'immigration, pour être agent d'immigration, il faut étudier Immigration Law, la loi de l'immigration, pendant 2 ans. Donc, et après, tu es spécialisé que dans ça. Un avocat d'immigration, un mec qui a étudié la loi de la famille, peut devenir, juste parce qu'il a un degré de loi, il peut devenir agent d'immigration sans licence. Donc, il y a plein de gens qui vont vers des avocats parce qu'ils se porteraient d'une manière où ils sont plus aptes et ils sont avocats, si ça. Mais c'est un gros flop. Si le mec, ça fait des années qu'il est là-dedans, je te dis, c'est toujours bon d'y aller, mais il faut faire très attention, parce qu'il y a un false marketing derrière tout ça. Parce qu'ils ont juste le droit d'exercer, mais ils n'ont pas forcément Mais non, ils ont pas l'expérience et la l'expérience. spécification, Mais la 100%. spécialisation. Moi, j'ai vu plein de Ok, fois, ouais. tu vois. Et Parce donc que voilà. c'est sûr que le titre avocat, ça donne du... ça donne du 100%. paquet, Et quoi. ils vont te charger beaucoup plus alors que c'est pas. Donc, c'est les années Ok. d'expérience. Tu leur demandes combien de cas ils ont eu comme toi. Pour donner un exemple, moi, le mec qui m'a dit qu'il pouvait le faire, je lui ai dit, écoute, c'est simple, on lodge. Vas-y, fais, on paye. Je crois que j'ai payé 10 000 boulettes. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement il refuse? Il me dit, Jules, c'est simple. Il s'appelle Denis, ce mec. Il m'a dit, le gouvernement refuse, les gens vont faire appel. On va aller au tribunal et on fait un appel. De 2, le jour où on fait appel, je vais lui ramener 10 cas que j'ai fait sur les 15 dernières années, tout comme toi. Et je vais leur dire, c'est simple, regardez tous ces cas-là, qui sont comme Jules, que vous avez acceptés. Si jamais vous refusez Monsieur Jules Acnin, Monsieur Acnin aujourd'hui, vous repartez en arrière, vous refusez tout le monde. Sinon, c'est la discrimination. Quand il m'a dit ça, le mec, je lui ai serré la main, j'ai dit feu, on y va. Tu vois, donc c'est faut faire très attention. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était impossible, c'est possible. Et la preuve, je suis toujours là aujourd'hui. Puis après, tu as développé ton expérience aussi avec Trouble Study, on va l'aborder par la suite, mais c'est un domaine dans lequel tu as bossé aussi par la suite. Ouais. Mais on va revenir au restaurant d'abord avant de continuer Restaurant, là-dessus. j'ai ce restaurant. Quelques mois après, j'ai mon petit frère qui arrive, qui venait de vendre son petit restaurant. Il avait un truc à burger, tartare qui déchirait, qui avait vendu. Il a vendu ça. Je lui ai dit, vas-y, viens, on monte des affaires ensemble. Il arrive en Australie. Il arrive, je pense, avec $50,000 ou 50 000 €. Et de là, tu mets un entrepreneur tout seul, ça fait des chocs à pic. Et t'en mets 2, 2 mois après, on avait signé un autre lease. On était à Fremantle, sur Marketplace, à investir, et on a fait un autre restaurant.
De là, de fil en aiguille, encore une fois, je suis allé trop rapidement. Tu ne passes pas. Moi, je suis arrivé avec 2 restaurants et 400 de hot dog. Je ne savais pas je savais pas la marge de profit sur un hot dog. Moi, je voyais un hot dog comme ça, je dis, oula, ça, c'est $11. Tu vois, parce que c'est à l'œil, j'ai l'expérience, mais ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux grossir et vraiment devenir un business qui est costaud, qui peut tenir la route avec un bon modèle qui peut se développer long terme, il faut que ça soit structuré. Et ce n'était pas du tout structuré. Ouais, toi, tu étais très opérationnel, mais tu n'avais pas encore ce côté Moi, j'étais très back-end où rêveur. t'étais, Je savais devant un truc, je te faisais une vidéo, si ça, bam, bam, bam. Enfin, je savais. Après, tout ce qui est administratif, c'était pas mon point fort. Moi, j'étais un gros bordélique. Et ça a failli me coûter une liquidation de business. Je suis arrivé à un moment donné, j'ai failli partir en liquidation. Je devais peut-être $100 000 à mes parents, peut-être $50 000 à mon frère, $200 000 au gouvernement. Et de là, je me suis retrouvé à un truc où j'ai essayé de tout cacher et tout. On a un truc, les mecs, on veut devenir bonhomme et on veut pas dire les choses. Et je me suis retrouvé au pied du mur à partir en liquidation. Donc, j'ai dû, de fil en aiguille, grâce à des personnes qui m'ont aidé moralement, j'ai réussi à en sortir. De là, j'ai viré le magasin numéro 2 pour me focusser sur le magasin numéro 1, sur Eastpurs. Ce qui m'a permis de bosser dur pendant 2 ans pour repayer mes parents, repayer mon petit frère. Et après, pouvoir vendre le business en 2021 et me faire un peu d'argent. Mais ouais, ça, c'est une bonne histoire. C'était challenging, mais... Ouais, donc tu es passé à la frontière de tout perdre, liquidation, à réparer les pots cassés et te faire... Écoute, je vais dire une histoire que je n'ai pas dit à beaucoup de personnes. Je crois que j'avais 26 ans. 26 ans, le pire, moi, je m'en foutais du gouvernement. C'est de le faire d'avoir pris de l'argent à mes parents. Et que potentiellement, mes parents ils me disaient, Jules, on s'en fout de ton restaurant, juste ferme, on bosse ensemble. Et moi, je ne pouvais pas rentrer en sachant que j'avais perdu de l'argent à mes parents. Et ça avec n'importe quelle personne. Je ne peux pas, c'est impossible, je ne peux pas, je préfère mourir. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir d'une bonne manière. Mais je devais de l'argent à mes parents, je devais de l'argent à mon petit frère, je devais de l'argent au gouvernement. Je bossais, je partais le matin, il faisait nuit, je rentrais, il faisait nuit. 7-7, on était ouvert. Et je me rappelle, d'un restaurant à chez moi, je passais par l'autoroute. Et l'autoroute, il y avait la ligne de train qui longeait avec un pont qui passait au-dessus. Et je me rappelle, dans les moments les plus sombres de cette partie-là, j'appelais ma mère juste pour avoir au téléphone et je prétendais que tout allait bien parce que j'avais peur, j'avais pas envie de dire que les choses allaient mal. Et juste, j'avais qu'une envie, c'est que lui dire de venir m'aider. Tu vois. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé à un moment de ma vie où je questionnais, je me rappelle, je voyais les ponts qui passaient au-dessus des lignes de train et je me disais qu'en gros, maintenant, là, si je me garais sur le côté, monter sur le truc et sauter sur la ligne de train, ça allait enlever tous mes problèmes. Et ça, c'est un moment vraiment dark que je dis pas à beaucoup de personnes et qui est arrivé, je pense qu'il est arrivé à beaucoup de personnes qui sont dans mon business, surtout quand tu es dans une position comme ça et quand tu as un gros ego, tu ne veux pas le faire. Mais ouais, ça, c'était très, très dur. Donc, je suis venu d'un moment où je devais beaucoup d'argent à droite, à gauche, à un moment mental qui était extrêmement difficile, que je me battais, en fait, et je lâchais pas. Et dans ma tête, la seule raison pourquoi je l'ai jamais fait, c'est parce que je me disais, je suis pas une pute. Je veux pas partir de ce monde. Encore une fois, mon ego qui m'a sauvé. Je me disais, je veux pas partir de ce monde. En laissant cette image. En laissant cette image que j'ai là. J'ai tout gâché. Abandonné, ouais. Parce que c'est vraiment dur d'en arriver à avoir ce genre de pensée. C'est vraiment juste ton ego qui t'a sauvé ou t'as eu un autre truc, un déclic? Mon ego, j'ai revenir. aussi... Non, écoute, j'ai un truc. Comeback. Quand j'avais le premier restaurant, le Zinc, quand je bossais avec mon père, j'avais 16 ans. Mon père, il a ouvert un restaurant et ça marchait pas. Alors que moi, ils ont toujours des petits restaurants qui marchaient bien. Là, le restaurant, il a pris du temps à démarrer, peut-être 2 ans. Et je me bossais avec mon père. Et je voyais que c'était une galère financièrement, tu vois. Et des fois, on rentrait 2-3 personnes qui s'asseyaient, mon père qui bossait, moi qui était un peu difficile, je voulais faire la fête, mon autre grand frère qui bossait, on s'embrouillait ensemble, donc c'est pas facile. Et je me rappelle d'un de ces moments-là, il y avait personne, et je crois qu'on s'était embrouillé, ou c'était difficile mentalement ou financièrement, et mon père qui a jamais lâché. Et je me rappelle un jour, il est rentré dans la cuisine, et il s'est mis à gueuler et à fracasser les portes en inox et à ressortir, à ne pas avoir la larme à l'œil. Mais en fait, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de réussir aussi. C'est
Tu deviens la personne où tu es aujourd'hui, non pas parce qu'un jour tu deviens adulte, c'est l'accumulation de tout ce que tu as vécu. Et je pense que ce côté-là de pas give up, de rien lâcher, qui m'a aidé aussi. Mais c'est cette partie d'ego que mon père aussi avait, je suis sûr, qui a fait qu'il n'a jamais lâché. Il y a un peu d'ego, tu veux pas perdre. Tu donnes pas l'option, tu vois. La même manière que mon père a pris, et 2 ans après, le restaurant, il a pris. Je me rappelle, avec ma mère, j'étais en Australie et ça cartonnait, ils ont vendu ça. En gros, c'est un petit restaurant, ils ont rien fait, mais je veux dire, plein de gens auraient lâché. Mais lui, il a pas lâché, il a refusé, ça a pété. La même manière que mon restaurant, liquidation, j'ai pas lâché, j'ai refusé de lâcher, j'ai continué. Il y a des murs de pierre, tu mets des coups de tête, et tu continues. Et un jour, ça pète. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai sorti la tête du tunnel, j'ai payé tout le monde. Le restaurant, on faisait 300 cafés par jour. Ça marchait super bien. On avait une équipe de carton. Tu vas montrer 2-3 vidéos. Et c'est parti. Mais c'est parti d'un truc où c'était un rêve d'enfant avec le stand Hot Dog, avec une grosse ambition d'abruti, de jeune qui a envie de tout casser. Qui a suivi par une grosse leçon de vie et un challenge mental qui était assez énorme pour mon âge, qui le serait encore pour moi aujourd'hui, je pense. Et une success story qui, moi, m'a fait devenir à Perth la personne que je suis, c'est grâce à What's Up Dog. J'ai rencontré le nombre de personnes que j'ai rencontrées et la raison pourquoi j'ai été dans les business où je suis aujourd'hui, c'est What's Up Dog qui me l'a fait montrer. C'est les gens que j'ai rencontrés. Pourquoi ? Parce que j'ai pas lâché. Et c'est cool. Putain, ouais, quand on t'entend parler, ça. Moi, très émotionnel et je suis passionné. Ouais. J'étais passionné. J'ai toujours été passionné avec le business. J'ai toujours été passionné de tout ce que je fais, c'est une de mes forces. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive à devenir passionné dans n'importe quelle chose que je fais. Après, je ne fais pas tout n'importe quoi. Mais là, je te parle de What's Up Dog, ça a arrêté il y a 5 ans. Mais pour moi, c'est mon bébé. Et je serai toute ma vie reconnaissant à toute personne qui ont fait partie de What's Up Dog et du What's Up Dog lui-même, parce que je suis le hot dog man, tu vois. Et ça restera toujours comme mon père, il a eu son premier business, il avait un restaurant, il faisait des sandwichs, des steaks frites sur Nîmes. Et tout le monde le connaît, ça s'appelait Miam Miam pour Miam Miam. Moi, des fois, je me trimballe, les gens qui connaissent pas mon prénom me disent « Oh, What's Up Dog ?» Ça a marqué la ville. Ouais, c'est cool. Et t'as mis quoi comme action en place pour faire le comeback, par exemple, là où beaucoup de personnes auraient abandonné? Toi, comment t'as remonté la pente, businessment parlant? Businessment parlant, t'arrêtes de dépenser, t'arrêtes de jouer au con. Tu t'es axé sur... T'arrêtes de partir en boîte de nuit et dépenser le chiffre d'affaires comme si c'était le profit. T'es au bas du mur, tu veux vraiment pas quitter, tu veux réussir, tu vas y arriver. C'est common sense. Déjà, une des trucs clés que j'ai fait, comme tu ne partirais pas dans un pays sans connaître la langue si tu fais le business, la langue du business, c'est les chiffres. J'ai pris mon PNL, mon profit and loss de mon comptable qui m'envoyait tous les mois pour dire les entrées et les sorties, et je lisais tout. Et je me suis mis à le comprendre. Et ça a été un gros changement dans la manière dont je faisais le business. C'est que maintenant, au niveau de l'administration, maintenant, à partir de l'administration, il faudra laisser ça. Maintenant, à partir de l'administration, je suis vachement carré. Et les chiffres, j'investis pas si les chiffres sont pas carrés. C'est pas de oui, j'aime le truc. Non, faut que commercialement parlant, faut que ça soit carré. Et c'est ce qui a fait la différence. Je me suis posé sur les chiffres. J'ai regardé les temps. J'ai eu des mecs qui m'ont aidé à regarder. Bon, au lieu d'ouvrir de 6h du matin à 9h du soir, de 6h du matin à 3h de l'après-midi, on a changé de What's Up Dog à What's Up Café. Pourquoi? Je me suis rendu compte, les gens, ils s'en battent les couilles des cafés, des hot dogs, ce qu'ils veulent, c'est des cafés. Donc, je me suis focalisé sur What's Up Café. On avait vachement de promotion. C'est ça, mon français, des fois. Je bug un peu. De promotion sur les cafés et les breakfasts. Et derrière, on avait toujours notre marque qui faisait les gourmets hot dogs. Donc, on a tout changé ça. Mais ouais, c'est les chiffres, c'est les entrées et les sorties. Le business, s'il ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent sur le compte. Donc, calcule combien tu as de sorties et fais en sorte d'augmenter tes entrées petit à petit. Ouais, tu as vraiment target toutes tes lacunes et tu as tout réglé un par un. Tu es venu, tu as taclé le problème et tu l'as quand réglé. tu arrives au moment où j'étais à cet âge-là, tu n'as pas le choix. C'est soit ça, soit tu give up. Ça, c'était pas et envisageable. moi, je voulais pas give up, pas le choix en fait. C'était la suite normale pour en arriver là. Quoi. Et on va revenir au moment où tu as fait ton exit, tu as fait ta vente. Là, Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi tu voulais pas continuer ce business? Moi, de Laurent Tournant, le mec que tu as eu avant, mon meilleur pote, que j'ai rencontré, que je n'aimais pas du tout sa tête quand je l'ai rencontré, par exemple.
Pour Il dire m'a une dit petite exactement anecdote. la même chose. Non, mais moi, je l'aimais pas encore plus que lui. Il fait ça, c'est ce qu'il ne sait pas. Il était affreux, mais il est adorable. Il a un super bon cœur et c'est un super bon pote. Et il a démarré son carrière et il a commencé à faire pas mal d'argent. Et en fait, d'ailleurs, je l'aimais pas pour revenir. J'aimais pas Laurent Tournant. Pourquoi? Parce qu'il bossait pour quelqu'un. Et c'était juste un matu de Paris. Et un jour, on avait 2-3 verres dans le nez dans un regroupement de Français dans un bar à Scarborough. Et il m'a dit qu'il avait quitté son restaurant, fait un prêt pour démarrer sa concession automobile. Et de là, pour moi, c'est bon. Je suis tombé amoureux. Tu me parles business avec moi, on connecte. On a connecté comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des années qu'en fait, on est les mêmes. C'est juste que je l'ai aidé à sortir de sa coquille. Il m'a vu bosser à What's Up Dog et avoir mon propre business. Et il s'est dit, moi, je vais faire comme Jules. Non, je rigole, ça, c'est pas vrai. T'étais son idole et il a voulu copier. Et donc ça, c'est la raison pourquoi on est devenu potes. Il a démarré son business et en fait, on a vachement bien accroché. Et pourquoi j'ai vendu mon restaurant? Laurent m'a toujours poussé à faire beaucoup plus d'oseille. Moi, je bossais dans mon restaurant, je marchais bien, mais lui, son business, il marchait mieux en termes de profit. Et il monte très bien, tu vois. Et donc, un jour, je me suis dit, c'est quoi? Si Laurent peut faire, sans parler, je chiffre 4 fois plus d'argent que moi, alors qu'il a 24 heures dans une journée tout comme moi, qui, je pense, n'est pas plus intelligent que moi, il n'y a aucune raison pourquoi moi, je continuerai avec mon business. Donc, je me suis dit, je vais le mettre en vente. Et à l'époque, on parlait, il voulait qu'on démarre peut-être une carrière d'ensemble. Parce que lui, tout ce qu'il veut, Lolo, c'est il voulait que son pote fasse autant d'argent que lui. Oui, il kiffe l'oseille, mais c'était plus ça sa motivation. Mais moi, je ne voulais pas vendre des voitures. Et sur mon prochain business, qu'on va parler, la raison pourquoi je suis rentré dedans, je cherchais un business dans une industrie et mon comparatif, c'était son business. Et moi, si je ne peux pas faire tant par mois, même pas je le regarde. Et j'ai regardé plein de business dans différentes industries et je ne trouvais pas. Un jour, je buvais une bière avec mon chef et mon chef, il me dit « Hey Jules, est-ce que tu savais que les visas étudiants, ce qu'ils appellent l'International Education, en Australie, c'est 40 milliards de dollars annuels. » Et de là, moi, ça fait tching. Pourquoi? Parce que, on parle beaucoup d'argent. De 2, j'étais sur un visa étudiant, donc je connais les services qu'ils vous proposaient. Je savais que je pouvais faire mieux que ce que mon agent d'éducation m'avait fait à l'époque. Il m'avait un peu eu en termes de... Il m'aidait pas, il voulait juste prendre leur commission. Et en l'espace d'une semaine, je démarrais le business. Je démarrais TBS. Et ça, c'était vraiment pendant la vente. J'ai démarré ça peut-être 3 mois avant la vente de TBS. Commencé petit à petit. En juin 2021, j'ai vendu le restaurant et j'ai enchaîné sur TBS directement. T'étais encore tout seul sur ce business? Parce que Ouais, TBS, toujours. du coup, c'est pour True Blue Study. True Blue Studies, ouais. C'est encore une entreprise dans laquelle Ouais. tu agis encore un peu aujourd'hui, il me semble Ouais, un je peu bosse moins peut-être 2 heures, 4 heures toutes les 2 semaines. Donc Ok, vraiment, ouais. j'ai l'équipe qui a vraiment pris ça a pris où, en gros, on aide les élèves internationaux européens à devenir étudier en Australie dans des universités, écoles australiennes. Ok. Et En t'avais fait, commencé ce business vraiment tout seul au début? Tout seul, 100%. Tout seul, écoute, non, tout seul. J'avais vendu What's Up Dog, j'avais un peu de cash. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'y connaissais rien, j'ai embauché une meuf qui bossait dans l'industrie. Je me rappelle, j'avais mis à 80 000 balles à l'année. Et je lui avais dit, tu m'apprends tout. Et toute la journée, elle s'appelait Michel, elle était avec moi, elle apprenait tout bon. Après 6 mois, donc elle m'a appris à faire un visa, elle m'a chopé mes premiers contrats avec des écoles, elle m'a montré comment tout faire, je connaissais rien. Et t'avais le droit d'entreprendre dans cette industrie sans qualification, sans... J'ai dû passer un petit truc bidon, mais Ok, c'est ouais. facile. Il y avait Ouais. rien de, il y a pas de régulation qui font que ça a été dur de le faire. Ok. Et après, ça a pris de l'ampleur, après, Écoute, après ça d'être formé, après encore avoir non, les- ça a fait ça. C'était 6 mois avant que les frontières réouvrent du Covid. Ah, c'est vrai qu'il y avait le Covid. Déjà, je vais pour ouvrir ce business, tout le monde dit mais t'es niqué, tu vois, parce que les frontières elles sont fermées, qu'est-ce que tu fais? Mais je me suis dit à un moment donné les frontières vont réouvrir. De là, j'embauche plein de personnes, on commence à faire du marketing. J'avais oublié ça. Une des bonnes parties du marketing, c'est je voulais voir comment les gens, on n'avait pas de réputation. Pourquoi les gens passeraient par nous? Donc je voulais que les gens viennent pour nous pour une raison. Donc je vois, il y a Laurent qui a un pote, il avait une marque de scooter électrique. Et le mec partait en liquidation, il voulait fermer ça. Et donc je le contacte et je lui achète 160 scooters pour 40 000 $. Tout neuf, dans la boîte, il avait sa marque, le mec sur Internet. Et je lui dis, écoute, laisse son site Internet allumé. Et en fait, toute personne qui passait par moi, c'est le marketing, les premiers 6 mois, c'est toute personne qui passait par moi, qui passait par True Blue Study pour leur visa étudiant, je leur passais un scooter électrique. Donc c'est comme ça qu'on a attiré, qui était gratuit, tu vois. Un truc qui coûte 700, 800 balles. Moi, ça me coûtait, je crois que je l'avais acheté 220 $ l'unité. Et anecdote, vu qu'on ne faisait pas d'argent, à côté de ça, je devais vendre 2 scooters pour cash
sur Le Bon Coin pour payer mon loyer, tu vois. Donc, c'était une pierre deux coups. Ça m'aidait pour le marketing, c'était cool. On était la nouvelle agence d'éducation, toute cool, truc. En plus, je faisais des pubs sur Facebook et Instagram. Est-ce que c'est une industrie concurrentielle un peu sur Perth? Un peu, ouais, bien sûr. Du coup, tu as dû faire ta place. Ouais, j'ai dû faire ma place. Après, moi, j'ai toujours une personne, je m'inspire des concurrents. Je suis pas une personne qui regarde les concurrents comme un truc négatif. Moi, je m'inspire, j'ai toujours regardé les meilleurs dans toutes les industries, dans ce que je fais, dans la restauration, dans l'éducation, dans la finance, et je m'inspire d'eux. Après, je pense que si jamais tu fais de la qualité, automatiquement, tu auras ta place. Donc ouais, j'ai pas dû me battre pour avoir la place. Mais ça, c'était pour commencer. J'ai embauché pas mal de gars, j'ai dépensé pratiquement toutes mes dépenses, toutes mes économies dans True Blue Studies, parce que je pensais que ça allait péter. Les frontières venaient juste de ouvrir, et quand les frontières ouvrent, personne. Et de là, j'avais dépensé peut-être 150 000 $, tu vois, sur ça. Et je me retrouve à devoir liquider tout le monde, tu vois. Dire, mec, il n'y a plus d'argent si ça. Ouais. Et de là, je me dis, écoute, c'est pas possible. C'est juste que le marché, en fait, ça a tellement fait un choc, Covid-19 et tout, que les gens, ils s'étaient pas prêts à voyager vraiment. Ils avaient toujours peur et tout. En plus de ça, le gouvernement avait toujours les Covid-19, les Covid-visas. Les Covid-visas. Donc, ça permettait des gens de rester plus longtemps. Les gens n'avaient pas besoin de visa étudiant, tout le reste. Et donc là, je vire tout le monde et j'ai pas le choix. Je dois gérer toute la boîte. Bon, c'était pas grand-chose. Et je revois, je me dis, c'est quoi? On va revoir toute la structure. Je revois toute la structure. Je mets les trucs en place. Je fais un sales. Je mets 7 départements. Je divise toutes les tâches pour que dans le futur, on puisse grandir. Toujours dans l'idée de grandir. Et de là, ça commence à rentrer petit à petit. Je commence à embaucher une personne, 2 personnes, 3 personnes. Mais ouais, mais ça a été dur. Parce qu'on est parti ouvert. Moi, j'ai tout mis all-in en pensant que les frontières, en fait, j'allais devenir millionnaire. Alors, pas du tout. J'ai tout perdu, tout ce que j'avais économisé. Et je me suis retrouvé à devoir me débrouiller comme ça, à droite à gauche, à vendre des scooters un peu aussi. Continuer à vendre les derniers scooters. Il devait me rester 50 scooters pour vivre. Ça m'a fait vivre pendant 1 an. Et à côté de ça, bosser tout seul. Et pourquoi tu es resté dans ce business? Pourquoi tu pas essayé de switcher vers un autre truc après avoir tout perdu? Parce qu'il n'y a pas de give-up. C'est pas. Ouais. Il n'y a pas, et tu peux pas. C'est juste que. Non, c'est pas ce que je fais. C'est même pas une question qui m'est passée par la tête. C'est juste que je sais qu'il y a un service qui est qualitatif. Je sais qu'il y a une industrie qui en a besoin. Je sais que je peux faire mieux ou aussi bien que 80% des personnes. C'est du time. Donc, tranquille, je vais manger des pâtes pendant quelques mois, pendant 1 an, pendant 1 an et demi. Et au bout d'un moment, ça va péter. Tu vois, ça, c'est le fait d'être passionnel. Et c'est la même raison pour laquelle j'ai pas quitté What's Up Dog, j'ai pas quitté True Blue Studies à ce moment-là. Je pense que moi, pour réussir dans n'importe quel domaine, faut être passionnel et irrationnel. Ok, donc la passion, t'es obligé de tomber amoureux de ton produit ou service si tu veux vraiment jamais give up. Si tu veux avoir ce type d'état d'esprit qui fait qu'il n'y a rien qui va te mettre un genou à terre. Et irrationnel, c'est très important parce que tu veux, comme moi, on me l'a toujours dit, quand j'ai ouvert mon truc à Eastport, c'était un quartier qui était mort, qui m'ont dit, mais mec, t'es fou. Ou quand j'ai dit que j'allais ouvrir mon truc à TBS et que les frontières étaient fermées, les gens, ils m'ont dit, ah, mais t'es fou. Tu veux être irrationnel à un point que les gens vont dire que c'est pas possible et tu les regardes dans les yeux et tu peux leur dire, watch me. Et ça, si tu as cette irrationalité et cette passion combinée tous les deux, pour moi, ça m'a toujours aidé. Après, peut-être qu'à un moment donné, être irrationnel, ça marche pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça marche. C'est un point commun qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Bon, je sais pas pour l'irrationalité, mais pour la passion. Même quand j'ai eu Laurent en podcast pour l'épisode précédent, tu sens dans la façon de parler qu'il kiffait ce qu'il faisait à cet instant. Il faut. Et c'est un point commun de plein de personnes qui ont réussi. C'est ce qui leur permet de rester accrochés dans les moments où justement tu as des gros downs, où tu es au bord de la faillite. 100%. Et du coup, après, tu as réussi à prendre des clients, un client, 2 clients. Ça va monter clients. On est monté des clients, on a commencé à monter. Maintenant, on est une équipe de 8 temps complet. Je vais pas parler chiffres, mais on se débrouille très bien sur le marché européen. J'ai une équipe qui est dévouée. Là, on est revenu. On a pour célébrer les 5 ans de la boîte, la semaine dernière, on était à Bali. On bossait tous de Bali. L'équipe des Philippines, l'équipe d'Australie. Et on bossait tous ensemble. On a un gros plan jusqu'en 2030 pour devenir la compagnie d'éducation internationale numéro 1 pour les Européens. Déjà, on a une bonne partie du marché qui est très très belle après 5 ans. Mais ce qu'on va faire sur les prochains 4 à 5 ans, ça va vraiment quadrupler, x4.
quadrupler la boîte. Toujours de grosses ambitions, Ouais. ça c'est bien. Ah non, pour moi. Écoute, on ne sait pas, on verra. Hein. Mais s'il faut lister TBS sur le marché boursier australien pour grossir, on le fera. Les opportunités, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est les bonnes personnes avec qui grandir. Jusqu'à maintenant, on a trouvé les bonnes personnes. Est-ce qu'on va trouver les bonnes personnes pour aller jusqu'à 2030 ? Et après, tu vois, on verra. Ouais, parce que là, tu disais, tu bosses 4 heures, 4 heures sur TBS toutes les 2 semaines, donc ça veut dire que tu as réussi à bien déléguer. 100%. Tout est délégué. À partir de quel moment tu as réussi à faire la passerelle déléguée Écoute, pour lancer un autre business le business dans lequel je suis maintenant, ça a toujours été prévu. Ça a commencé J'ai rencontré mon business partner en 2018. On a commencé à parler du business en 2021. Et moi, j'ai commencé à bosser en juin 2024. Donc, depuis début 2024, c'était toujours le plan avec mon équipe de déléguer pour que début 2025, je suis out. J'ai plus besoin de ça. Donc, des mecs, Thibaut et Evgeny, qui sont mon bras droit et mon bras gauche sur la boîte, qui traitent la boîte comme leur bébé, hein, comme leur boîte à eux. Eux sont ma succession. Ils ont pris les rênes. Ça fait 1 an qu'ils bossent comme des tarés et qui vont rentrer dans la boîte en tant que business partner associé pour pouvoir aller au next step. Mais ça, c'est important. C'est important de mettre tout comme. Ouais, c'est dur de trouver les personnes de confiance pour déléguer. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent trouver les revenir. personnes de confiance, les gens, ils pensent que ça va tomber sur les jambes comme ça. Trouver une personne de confiance, trouver une personne qui va agir avec ton business comme si c'était le tien. Mais en fait, j'ai envie de te dire, il faut beaucoup de ta personne pour que ça arrive, parce que n'importe quelle personne, pour 80 000 balles à l'année, 100 000 balles à l'année, même 150 000 balles à l'année, il y a plein de personnes qui ne veulent pas tes problèmes pour 150 000 balles à l'année. Ils peuvent aller bosser pour 90 ou 100 000 balles à l'année. Donc, je pense trouver ces bonnes personnes, c'est en première partie juste être une bonne personne toi-même. Sois une bonne personne. Et comme je dis à beaucoup de personnes, d'être un bon manager, c'est d'être un bon human being. Si t'es un bel humain, si t'es gentil avec l'inconnu que tu croises dans la rue, avec le mec qui vit dans la rue, avec le mec en costard, avec tes parents, avec ton frère, avec tes cousins, tu seras un bon manager. Et de là, après, je pense que t'attires les bonnes personnes, tu vois. Faut avoir ton envie au bon endroit. Ouais, moi, franchement, Thibaut et Evgeny, et même tout le reste de la boîte, je les adore tous. Il y a Tania, il y a Dani, Jenina, Roxette, Ivy. Tous, franchement, je les adore. C'est une famille. C'est une famille, en fait. On est dans une mission, c'est ensemble. Et même si je fais plus partie de la boîte, pour nous tous, en fait, je leur ai toujours dit, si je gagne, vous gagnez. Et cette mission, ils te le diront toujours, c'est la même aujourd'hui. Et c'est la mentalité à laquelle on est, tu vois. Donc, ouais. Ouais, c'est magnifique, tu as réussi à créer un mouvement... Il faut. Une marque... Il faut. Après, est-ce qu'on va y arriver sur le long terme ? On verra. C'est plus dur. Encore une fois, les opportunités sont partout. C'est trouver les bonnes personnes avec qui grandir. Qui est le plus dur ? On y est arrivé. Maintenant, ça va être au boulot de Thibaut et Evgeny d'aller chercher ces bonnes personnes-là. Je pense qu'ils en sont capables. C'est pour ça qu'ils sont là. On verra. Le temps le dira. Du coup, on verra bien avec le temps, mais moi, je te souhaite que de la réussite. Et on arrive du coup à janvier 2025 où tu avais prévu de tout déléguer pour lancer le nouveau business. Et du coup, c'était quoi ? Est-ce que tu arrivais à l'échéance à temps ? Ouais, 100%. Franchement, encore une fois, c'est beaucoup de planification. C'est mon côté administratif qui est vachement bien organisé. Et j'ai réussi à planifier tout ça. Après, vu que je suis plus organisé de nature, ça m'a aidé. Mais en 2018, j'ai rencontré mon business partner. Mon business partner venait à mon café tous les matins, même table, boire le même café. Il regardait son téléphone comme ça. Un mec un peu bizarre de 65 ans. Et de là, il commençait à me dire, on parle, parce que moi je parle à tout le monde, encore une fois, les contacts avec tout le monde, c'est le plus important. Les genuine connections. Et je demande qu'est-ce que tu fais. Et il me dit qu'il utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage des données. Ils appellent ça machine learning en anglais. Pour étudier des données géoscientifiques et prédire où est-ce que l'or est. Déjà, on parle avant que ChatGPT est sorti. Le mec, il avait 65 ans, il faisait ça depuis les années 80, on parle d'une tête. Je me rappelle ce jour-là, j'appelle ma mère, j'ai dit, écoute maman, je pense que j'ai rencontré un mec qui va terminer dans un film un jour. Ce qu'il a fait, ça a l'air d'être énorme. Et il me disait qu'il a développé des technologies dans le domaine minier, dans l'exploration, pour aider les compagnies minières à aller chercher de l'or. Et de là, on devient pote. Moi, passionné, parce que, je sais pas, étudier des data géoscientifiques et appliquer
des technologies avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage des données en faisant des codes qui vont aller chercher les trucs pour prédire où est-ce que l'aurait. Je trouvais ça super sexy. Enfin, c'était le truc, moi, ça me faisait kiffer, tu vois. Et tous les jours, il venait, boum, il me montrait des modèles, il me parlait ça. Et on est devenus bons potes. Moi, je me suis vachement intéressé. Et un jour, peut-être 2 ans après, où il y avait une bonne relation, on commence à parler du marché boursier. Il me dit, Jules, je t'ai jamais dit, mais il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans de ça, j'ai utilisé les mêmes types de technologies et j'essaye de l'appliquer sur le domaine boursier. Donc, j'essaye de prédire où est-ce qu'un stock ou un ETF sera demain matin. Et de là, je dis, ouh, ok, ça m'intéresse. Et en rigolant, je dis, écoute, alors, je sais que toi, tu aimes bien tout ce qui est technical. Si un jour tu veux le commercialiser, tu me le dis, je m'en charge. Je lui faisais son café et on rigole. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Ça, c'est en 2018. La graine a été plantée. De 2018 à 2021, on en parle tout le temps. Il me montre ses modèles, il me passe quelques trucs. J'investis, je fais un peu d'argent, je perds si ça, mais je m'imprègne énormément de la technologie qu'on fait. Et je vois surtout pendant le Covid comment ils sont retirés du marché boursier australien en haut, avant l'invasion de l'Ukraine, le 7 octobre. Ils me parlent, eux, ils ont utilisé la technologie pendant le GFC, le dot-com bubble et tout le reste, plein de gros crashs. Et je m'inspire et j'apprends de plus en plus. Alors que moi, je connaissais rien. J'ai arrêté l'école à 16 ans. La finance, c'était un monde inconnu pour toi ou inconnu. t'étais quand même un peu intrigué, intéressé? Intrigué, moi, c'est juste... Écoute, je suis passionné, je trouve un mec qui est passionné, ça, c'est l'amour fou direct. Et de là, ça a commencé. Et en 2021, c'est là où il me donne son pitch deck, sa présentation de 25 pages. Il me dit, écoute, Jules, apprends ça. Si jamais tu arrives à bien me faire une présentation, vas-y, on parle, on fait du business ensemble et on peut aller commercialiser ma technologie. Donc là, j'apprends le pitch deck et tout. De fil en aiguille, lui, il était en train de lister une de ses boîtes sur le marché boursier australien. Donc, c'est un gros truc. Tu lèves 15-20 millions de dollars pour faire ça. Et moi, je venais de vendre What's Up Dog, le café, en 2021. Et je lui dis, écoute, je sais qu'on a envie de faire ça. Toi, tu es en train de lister ta boîte sur le marché boursier australien. Moi, je viens de vendre What's Up Dog. Je me sens pas... j'ai pas l'expérience pour aller de What's Up Dog à manager un fonds d'investissement, commercialiser une technologie dans le domaine financier. Viens, on bosse sur la technologie, on postpone date de quelques années. Et il me dit, OK, il n'y a pas de problème, parce que lui aussi, il était busy, donc ça nous va comme ça. Et de là, on commence à bosser sur la technologie, sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, en améliorant 3 trucs. De fil en aiguille, maintenant, on a un fonds d'investissement qui est régulé sur le marché boursier australien. On a levé assez d'argent pour devenir un fonds d'investissement australien. Après, on est le plus petit de tous les fonds d'investissement, mais on a quand même une licence et on sera très, très grand un jour. On a une technologie que je pense qui est unique dans la manière de faire, une stratégie qui est vraiment différente. Et voilà, je manage un fonds d'investissement qui s'appelle Avantgard, pour la petite touche française, mais ANVARGARD. Et vous visez quel type de clientèle? C'est vraiment pour les gros portefeuilles ou c'est accessible à tout le monde? Nous, on bosse que pour les gros portefeuilles. On demande un minimum de 500 000 $ australiens. Et vous avez, je sais pas si tu peux parler des chiffres, mais combien d'actifs sous gestion vous avez en ce moment? Je sais pas si tu peux parler de ça. Je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec, déjà, c'est pas beaucoup. J'ai pas envie de faire le mec, il le dit pas parce que c'est trop, il a un truc. Ouais. Donc c'est pas beaucoup, mais je préfère pas parler de chiffres. Mais ouais, on a un fonds d'investissement. On manage plusieurs millions. Tu vois, sans dire. Donc c'est tout petit. On a commencé ça il y a un an et demi. On a commencé à commercialiser sous la licence de fonds d'investissement. Après ça fait quelques années qu'on bosse sur la structure. Ça prend beaucoup de temps. C'est vachement régularisé. Et là, notre but, c'est cette année. Là, ça fait l'an dernier, on a fait sur nos premiers 12 mois, on a fait 18% de retour. Okay. Après nos frais, ça c'est un truc que je peux dire, après nos frais. Et nous, moi cette année, là, d'ici sur les prochains 6 mois, 1 an, j'ai beaucoup de voyages à faire, beaucoup de gens à parler pour lever beaucoup de fonds. Mon but, et je le dis pas pour me la péter, mais pour que les gens le sachent, et au moins les gens pourront me dire, Jules, tu me l'as dit, c'est que Avantgard devienne un des meilleurs fonds d'investissement en Australie, dans notre domaine à nous. Donc là, tu penses que ça va être ton bébé jusqu'à la fin de ta carrière professionnelle, ou tu penses que tu vas continuer parce que jusqu'à présent, tu as toujours... construire un business, ça fait un deuxième, puis un troisième. J'aime bien bosser sur des timescales des timeframes de 5 ans. 5 ans. Après, oui, moi, je me vois sur les prochains 30 ans. Je me vois, il y a des gens qui vont connaître dans tout ce qui est
quantitative finance. Il y a un mec qui s'appelle Jim Simon qui a géré un fonds d'investissement pendant 30 ans. C'est un des meilleurs fonds d'investissement américains. Je me vois bien créer un truc comme ça. Je me vois bien développer de la technologie, beaucoup de technologie dans le domaine financier. Je m'entoure de beaucoup de mecs qui ont des doctorats en data mining, quantitative finance et tous les trucs que moi je comprends pas. Mais en fait, je m'entoure de mecs comme ça parce que j'aimerais moi construire, développer et faire partie de boîtes qui développent des technologies qui sont vachement avancées dans le domaine de la finance. Est-ce que je me vois là-bas pour 30 ans? Yeah. Si je peux trouver les bonnes personnes, si on arrive à faire les rendements que je veux qu'on fasse, 30 ans. Après, on verra. Le temps dira s'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais oui, ma vision aujourd'hui, c'est long terme. C'est très, très long terme. Je ne vais pas te mentir, mais on verra. Il y a plein d'opportunités. Écoute, si demain quelqu'un me propose, je peux acheter un ticket ou faire partie d'une mission et partir sur la Lune, j'irai. Après, je ferai toujours attention à ce que j'ai mis en place et je ne partirai pas sans rien clôturer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'opportunités et on verra bien. Je ne me prends pas trop la tête, je ne savais pas trop boire. Encore une fois, c'est un jeu d'échecs, c'est le lièvre et la tortue. T'as ta ligne directrice, mais t'es ouvert à tout ce qui va, tous les éléments extérieurs qui vont influer sur ta vie. Il y a une sentence que j'ai entendue en anglais, et on pourra c'est be stubborn in your vision and flexible in the details. Il faut être con dans ta vision. Ouais. C'était con, et vraiment tu la vois, tu vas droit au but, il y a des murs devant toi, tu les casses et tu les casses et tu les casses. Mais il faut être flexible dans tous les petits détails. Et moi, ma vision, c'est de kiffer, c'est de faire du business avec des personnes que j'apprécie. C'est si je peux rendre le monde meilleur de par ce qu'on fait, le produit ou le service qu'on commercialise, et bosser avec des personnes qui sont des bonnes personnes et qui sont aussi passionnées que moi, tu vois. Je veux juste kiffer, c'est le kiff. C'est n'importe quelle personne qui a la même mentalité que moi, c'est pas l'argent. Bon, l'argent, c'est un fruit de le fait de kiffer ce que je fais, l'argent va tomber. Mais c'est juste kiffer le moment présent. Je veux aller au lit le soir et avoir hâte d'être demain matin, et je veux me réveiller le matin et avoir la banane d'être aujourd'hui, et je veux être vendredi et avoir hâte d'être lundi, tout en vivant dans le présent. Mais c'est ce que je veux, quoi. Ouais, tu sens même pas que c'est du travail, quoi. T'es vraiment, mec, j'ai pas bossé depuis que j'ai 21 ans. J'ai pas bossé un jour de ma vie, et ça fait cliché, les gens disent ça, mais c'est vrai. Moi je ne bosse pas, je vis. Et qu'est-ce que tu ressens? Comment tu sais que bam, quand tu découvres un nouveau sujet, un nouveau business, comment tu sais que ça a été un déclic, genre parce qu'aujourd'hui plein de gens veulent se lancer mais ils savent pas dans quoi. Et faut être passionné. Déjà, moi j'ai la chance, je tombe passionné. J'étais pas passionné des visas étudiants, j'étais pas passionné de la finance, j'étais pas passionné des hot dogs, mais je suis tombé passionné, donc c'est une chance. Je me rends compte, j'ai plein de gens qui démarrent leur business et ils n'arrivent pas à trouver cette passion. Moi je deviens passionné, mais d'une manière conne. C'est vraiment, je suis amoureux, je vis pour ça. Un peu de l'obsession. Ouais, obsession. Carrément. Ouais, je suis obsédé de mes business. Après, pour toute personne, essayer de trouver un truc. Je pense que vouloir commercialiser un produit, un service qui te tient à cœur, un truc qui va avoir un impact qui a du sens pour toi, ça peut aider. Après, il faut arrêter de vouloir être entrepreneur si tu l'es pas. Hein. Je pense qu'il y a surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui veulent venir entrepreneur, ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vendent le rêve, le fait d'être entrepreneur. Financier. Ouais, mais après non. Le nombre d'entrepreneurs qui ne gagnent pas plus qu'un mec qui serait payé, c'est énorme. Moi, sur toutes mes années d'entrepreneuriat, j'ai 70% de l'année où je gagnais moins que n'importe quelle personne qui bossait en tant que serveur dans un restaurant. Tu vois, l'entrepreneuriat, en fait, on le rend d'une manière qui est toute belle et magnifique et facile, alors que non. Donc, ce qui donne envie à plein de gens d'être entrepreneurs, mais en fait, ils ne sont pas faits pour ça. Et est-ce que tu penses que l'Australie, ça a été un tremplin pour toi dans ta carrière 100%. L'Australie, moi, je l'appelle toujours, c'est l'Amérique des années 70. Après, il y a 15 ans de ça. Et pour ceux qui vont dire que ouais, c'était mieux avant, ça, c'est des excuses, t'es un perdant. Justement, c'est une question que j'avais demandé. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui? Mais bien sûr, ça, c'est des excuses. Ouais. C'est des excuses. Si tu veux y arriver dans n'importe quel pays, hein, tu vas au Sri Lanka, tu vas tout casser. C'est juste une question de mentalité et de vouloir accomplir. L'Australie, si tu peux pas rester en Australie, tu peux réussir nulle part dans le monde. Après, est-ce que c'était plus dur qu'avant? Non, c'était pas plus dur, c'était différent. Il y a des opportunités qui se présentent tous les jours. Mec, si t'as faim, si t'es motivé, si t'es une bonne personne, je me fais pas de soucis pour toi.
Et est-ce que tu as travaillé sur ce mindset ou c'est un peu implicite chez toi genre, ça vient de tes parents de si loin que tu te rappelles, tu as toujours été comme ça déterminé Je sais pas. Non, je pense que je me suis évolué, je me suis fait avec l'âge. Je me suis vachement construit et je pense que les prochains 30 ans de ma vie, je serai encore plus différent dans 30 ans. Mais non, je m'imprègne d'autres personnes. J'essaye d'apprendre, j'essaye d'écouter. J'ai toujours eu cette envie de réussir. Après, c'est difficile. J'essaye d'écouter des podcasts ou lire des livres. Je sais qu'avec Laurent, tu as parlé. Je me suis mis à la méditation il y a un an. Il y a Laurent qui m'a vachement poussé, que je n'avais pas envie de faire, j'avais la flemme. Pas la flemme, mais ça venait de Laurent, tu vois, c'est relou, quoi. Le mec, il dit de faire des trucs. C'est vrai que, du coup, avec Laurent, on a beaucoup discuté dans le podcast. Lui, il est très axé sur tout ce qui va être habitude, développement personnel, méditation, lecture, respiration, sport, etc. Toi, tu n'étais pas trop axé là-dedans au départ. C'est Laurent qui t'a aiguillé là-dessus ou... Non, je l'étais à ma manière. Après, j'ai pris pas mal de ces rituels que lui a commencé à faire il y a des années. Mais comme maintenant, tu vois, ce matin, j'ai fait 15 minutes de méditation. Et le matin d'avant, j'ai peut-être fait 5 minutes. J'ai mon notebook que j'ai commencé il y a plus d'1 an, où tous les matins, c'est pas le truc de gratitude, I'm beautiful, je me sens bien, je fais pas ça. Moi, je veux juste extérioriser ce que j'ai dans ma pensée. Je vais dire si je me sens pas bien, je vais normaliser mon ressenti, en fait. Et je vais marquer ce que je veux marquer aujourd'hui. Donc, ça me permet de mettre sur papier ce qu'il y a dans ma tête. Donc, je fais ça. Méditation, j'aime bien. J'adore faire du stretching. J'ai des problèmes de bas de dos. Donc, le matin, quand je me réveille, c'est ça. J'essaie de prendre le temps. Et ça, c'était très important parce qu'à l'époque, je me réveillais en 10 minutes. J'étais out of the house. Je me dirigeais vers le boulot. Que ça m'a forcé et ça m'a appris à prendre le temps le matin, qui est très très sympa. Et maintenant, je ne veux plus me lever et partir au boulot. Je veux mettre ma petite musique, je veux faire mon stretching, je veux boire mon café à la maison. C'est très important. Ouais, ça conditionne ta journée. Si tu commences bien la matinée, tu auras une bonne journée devant toi. Ouais, mais après, même l'autre côté où je partais directement, ça marchait aussi, tu vois. C'est juste que j'apprécie, j'ai trouvé un goût à tout ça qui me plaît bien. Qu'est-ce que je pourrais poser d'autre comme question? T'as des sujets que t'aimerais aborder encore? Parce que là, en vrai, on a mec, je pense que j'ai raconté toute ma vie. C'est ouvert. Toute ma vie. Non, moi, franchement, il y a tout qui est bon. Et ta relation avec la France, c'est quoi? Tu vas toujours en France en vacances régulièrement? Ça te manque? T'as toujours ta famille là-bas? Relation avec la France, j'adore la France. Belle culture, belle bouffe. Moi, je suis devenu un adulte en Australie. Donc, je suis vachement anglophone. Et ça, c'est un problème avec la France. J'adore parler à argent, j'adore poser les questions, j'adore parler fort. Et ça marche pas trop en France. Tu peux pas demander à un mec qui a un restaurant combien il paye de loyer, ou tu peux demander à un gars après 2 bières, tu fais combien à l'année. Moi, c'est pas pour savoir, c'est juste que je suis curieux, j'aime bien savoir. Et ça, c'est ce côté anglophone, ce côté un peu américain qui ne marche pas en France. Ouais, ça, donc, c'est le sujet tabou. Rentrer 1 mois, 2 mois, 3 mois, me régaler, voir la famille pendant l'été dans le sud de la France, oui, j'adore. Après, y vivre, ça va être très, très dur. Moi, je suis arrivé à 18 ans, je suis devenu un homme en Australie, donc je suis vraiment mitigé. Ça va bientôt faire autant d'années que je vis en Australie que je vais quand je suis parti à 18 ans. Donc, dans quelques années, ça aura fait 50-50. Donc, c'est assez difficile pour moi de me voir retourner en France. Après, oui, j'adore la France. Pourquoi? Parce que quand je rentre pendant 1, 2 ou 3 mois, surprise, je vois que le bon côté. Moi, il n'y a pas tout le mauvais côté. C'est que du bon à 95%. C'est ça, t'es en vacances, tu kiffes. Ouais. Bon, écoute, on va conclure là-dessus. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu aujourd'hui. Parfait, en temps en l'heure. C'est vrai. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un commentaire, me dire les points d'amélioration, etc., les sujets que vous aimeriez aborder. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Jules. Avec plaisir, mon pote, ça m'a fait plaisir. J'avais pas envie de venir ce matin. Je me suis dit, tu peux pas annuler, mais j'ai dit à un pote, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais annulé, mais je suis content de l'avoir fait. Et j'espère que ça va inspirer un minimum de 3 personnes et les aider à faire ce qu'ils veulent faire, venir en Australie ou démarrer leur propre business. Tu as envie de mettre un contact, un truc, un lien en description? Contact, c'est quoi? Pour moi, tes contacts dans la vie, ça va définir ton futur. Donc, je pousse les jeunes aujourd'hui à se mettre en contact et à reach out avec n'importe quelle personne. Je suis sur LinkedIn, Jules Acquenin. Toutes personnes qui veulent se mettre en contact, venez sur LinkedIn, envoyez-moi un petit message. Je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas vraiment sur Facebook. Sur LinkedIn, c'est vraiment un truc professionnel. Créez-vous un compte et commencez. Enfin, déjà, prenez-moi pour votre première connexion s'il faut. Mais avec grand plaisir, si je peux répondre à des questions. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des opportunités, peut-être qu'il y a un business.
Peut-être que tu vas avoir un petit jeune entrepreneur, tu vas avoir une fougue dans un backpacker. Avec grand plaisir. Tu sais quoi, j'ai aidé un mec d'Orient. Il est en Australie, ça fait quelques années. Et il a démarré son business de landscaping. Et je lui donne un coup de main pour qu'il le fasse. Et il démarre son business, il se débrouille très très bien. Il y a des hauts et des bas, il apprend. Mais si on peut aider avec la bonne personne, bien sûr, avec grand plaisir. Et Laurent sera pareil. Hein. Ça marche. Je mettrai ton LinkedIn en description. Allez. Et puis pour tous ceux qui veulent te contacter. Parfait. Merci mon pote, avec merci plaisir. pour aujourd'hui. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Hein. Allez.